Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. L'horreur à l'hôpital régional de Saint-Louis. Un nouveau-né retrouvé mort dans les toilettes ce matin. La police a ouvert une enquête. Souleymane Ndéné Ndiaye s'exprime sur la plainte de Karim Wade à Paris. L'un des avocats du fils d'Abdoulaye Wade déclare ne pas être mis au courant. Le secrétaire général de l'Union nationale pour le peuple demande au Sénégal de se plier à l'injonction du groupe de travail des Nations Unies. Diène Farba Sarr apporte ses précisions sur son différend avec Khalifa Sall. Le ministre du Renouveau urbain doute de la fiabilité du projet du maire de Dakar à qui il demande de fournir des preuves. Et puis le renouvellement du parc automobile des transports routiers sur les chapeaux de roue. Un premier jet de 800 camions déjà disponibles. Les transporteurs saluent la mesure mais souhaitent que l'apport fixé soit accessible pour tous. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'horreur à Saint-Louis ce matin. Léa, un nouveau-né retrouvé mort dans les toilettes de l'hôpital régional. Les faits se sont déroulés ce mercredi, tôt dans la matinée. Une découverte macabre qui choque la population saint-louisienne. La police a ouvert une enquête. Tous les détails avec nos correspondants dans la zone, Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est un fait inédit qui s'est produit ce mercredi à l'hôpital régional de Saint-Louis. Un nouveau-né de sexe féminin est retrouvé mort dans les toilettes. C'est la première fois que nous sommes confrontés à une pareille situation. Depuis 15 ans, je travaille à l'hôpital régional de Saint-Louis, mais nous n'avons jamais rencontré une mère de famille se comporter ainsi. Vraiment, c'est une situation déplorable. Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers et la police se sont déplacés sur les lieux. Puis le corps du nourrisson est transporté à la morgue du centre hospitalier régional. Ici, les responsables regrettent ce qui s'est passé. C'est un sentiment de désolation et d'indignation. Nous sommes vraiment désolés d'assister à de telles scènes. Et nous pensons que c'est des actes à bannir de la société. Et également, c'est des actes à condamner. Depuis l'ouverture de l'hôpital de Saint-Louis, c'est la première fois qu'un tel fait se produit. Les patients ont déploré le manque de vigilance des agents de sécurité et souhaitent que l'hôpital soit équipé de caméras de surveillance. La police a ouvert une enquête pour mettre la main sur sa mère qui est toujours en cavale. Nous parlons à présent de la plainte de Karim Wade au tribunal de grande instance de Paris. L'avocat Aboubakry Baro trouve normale la démarche. Cependant, il estime que les chances sont minimes puisque l'État du Sénégal est un État souverain. Autre avis, celui de Maître Baba Diop. Selon lui, la plainte déposée au tribunal de grande instance de Paris peut changer les choses. Il rappelle la procédure d'exéquatur prévue dans la convention entre le Sénégal et la France. Al-Hassan et Diafaraba. Les avocats de Karim Wade poursuivent la bataille pour la libération de leur client en France. Ce 2 février, une plainte a été déposée au tribunal de grande instance de Paris. Maître Aboubakry Baro trouve leur chance minime. C'est des avocats, ils ont la latitude, la liberté de poser des actes de procédure ici et là, n'importe où ils veulent. Maintenant, en tant qu'avocat et juriste, je ne pense pas que Veuillez nous excuser pour ce problème rencontré avec cet élément. Nous continuons avec l'affaire Karim Wade, l'Union nationale pour le peuple en phase avec le groupe de travail des Nations Unies qui qualifie d'arbitraire la détention de Karim Wade. Le parti dirigé par Souleymane Ndéné Ndiaye exige la libération de Karim Wade sur la plainte des avocats de Karim à Paris. Lui qui fait partie de ce pool déclare ne pas être au courant et croit que son client fonde cette plainte sur son statut de citoyen français. Il a rencontré nos reporters Adi Atala. L'avis du groupe de travail des Nations Unies continue de susciter des commentaires et réactions. L'Union nationale pour le peuple exige la libération sans condition de Karim Wade. C'est le moment quand même de laisser Karim Wade sortir de prison. Le groupe consultatif des Nations Unies a déjà émis plusieurs fois un avis. Je pense que le gouvernement doit se soumettre à cet avis-là du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Ce sont les Sénégalais qui veulent que M. Karim Wade sorte de prison. Et il faut le laisser sortir. L'UNP lance un appel au chef de l'État en l'invitant à se conformer aux règles de la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme que le Sénégal a ratifiée. Je sais que le président Macky Sall, même s'il n'est pas juriste, si des experts avisés, indépendants de Karim Wade et de son pouvoir lui donnaient leur avis, je crois que le président Macky Sall pourrait exécuter cette décision-là parce qu'il n'a aucune raison de ne pas l'exécuter. Le Sénégal est aujourd'hui membre, même s'il est membre non permanent du Conseil de sécurité. Je pense que s'il y a quelqu'un qui doit exécuter les décisions des Nations Unies, c'est bien le Sénégal. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, par ailleurs avocat de Karim Wade, déclare en outre ne pas être informé de la plainte déposée par son client. Il martèle que celui-ci a mis en avant son statut de citoyen français. M. Karim Wade a été en justice en France parce qu'il est aujourd'hui considéré comme détenu arbitrairement. Et je pense qu'en tant que citoyen français, il a le droit, comme tous les citoyens français dans le monde, de saisir les juridictions françaises quand quelque part il subit des anormalités. Je ne suis pas au courant de cette plainte-là. Donc moi, je suis avocat de Karim Wade. J'ai suivi la procédure jusqu'au moment où les avocats ont quitté la salle d'audience. Mais en tant que démocrate, en tant que juriste, je pense qu'une décision de justice a pour vocation d'être exécutée. Après les deux avis du groupe de travail des Nations Unies et la plainte de Karim Wade pour exiger sa libération, l'UNP demande à certains techniciens du droit à savoir raison garder ou de dire le droit dans toute sa rigueur. Adiatala, à présent, les précisions de Diène Farbassar sur le différend qui l'oppose au maire de Dakar sur ses projets d'aménagement. Lors d'un point de presse, le ministre du Renouveau urbain et de l'Habitat s'est engagé à accompagner les projets de Khalifa Sall. Un accompagnement qui, selon lui, pourra se faire une fois la fiabilité des projets prouvée par le maire de la ville de Dakar, Aïssa Toupaï et Mohamed Sodia. Projet d'aménagement de la place de l'Indépendance. Diène Farbassar réplique, le bras de fer continue, le ministre du Renouveau urbain précise et rappelle les missions dévolues à son ministère. Qu'il veille à l'aménagement des villes et agglomérations par une action concertée avec les collectivités locales en matière d'espaces verts et de loisirs. Qu'il est responsable de l'agrément des villes, qu'il veille à la qualité du cadre de vie. Pour renforcer cette mission, le chef de l'État a initié Projet Ville Verte qui vise à mettre en œuvre une stratégie globale et cohérente destinée à accroître l'offre de services urbains de qualité. Par ailleurs, il émet des doutes sur la fiabilité de ce projet que le maire de Dakar veut mettre en place. S'il a fait un appel d'offres, non, il ne l'a pas fait. Il s'est juste contenté d'une simple consultation d'architecte. Ça, c'est clair au moins. S'il a fait une étude d'impact environnemental et social de ce projet, non. S'il a une autorisation de construire, pas avec mes services compétents. Tous ces questionnements m'amènent à dire que ce projet distillé dans les réseaux sociaux par de simples maquettes n'est que chimérique et son exécution n'est pas de sitôt. Mis à part toutes ces divergences, Diène Farbassar tient à préciser que son département reste disposé à collaborer dans tous les domaines relevant de sa compétence. Mais à l'heure actuelle, l'état de dégradation de ces places ne serait, l'état indifférent ne serait laissé, vraiment l'état indifférent. En conclusion, il convient de mettre en avant le principe de partage des responsabilités et des compétences dans la prise en charge des préoccupations des citoyens. Puis tension hier mardi sur la place de l'Indépendance, le président de l'Association nationale des élus locaux appelle au calme. Maodo Malick Mbaye prône le dialogue, la discussion pour parvenir à un consensus. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Léa. Et on continue, chère Tidiane, le différend qui oppose l'État du Sénégal aux collectivités locales, regrettable selon le spécialiste de la décentralisation
décentralisation. Amadou Sagnan. Selon lui, des voies et moyens sont édictés pour éviter de pareilles situations. Les textes attribuent aux collectivités locales le pouvoir de gérer l'espace public et à l'État les missions régaliennes non transférables. Amadou Sagnan était l'invité du JT de 13h. Ses propos sont recueillis par Assem Bentoub et Ababakar Kamara. Il est dit que quand la collectivité locale est incapable de gérer et d'exercer la compétence qu'on lui a transférée, il est possible que l'État intervienne pour véritablement gérer cela. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand la collectivité locale a conçu un projet, a une volonté d'agir sur la question qui lui est conférée, mais qui n'en a pas tous les moyens pour l'exercer. À partir de ce moment aussi, la loi prévoit l'intervention de l'État pour appuyer la collectivité locale à exercer cette compétence. C'est pourquoi on parle de contrat plan où l'État met à la disposition de la collectivité locale du personnel et des ressources financières ou humaines pour véritablement exercer la compétence. Le dernier cas, c'est quand c'est l'État qui, à partir d'un certain constat, décide d'élaborer un programme ou une politique nationale visant à appuyer les collectivités locales dans l'exercice de leurs compétences. Dans tous les cas, c'est la collectivité locale qui est prépondérante. Le décret ne peut pas se substituer à la loi. C'est la loi qui a conféré aux collectivités locales la gestion des espaces publics. Caricature de Cher Ahmadou Bamba par Jeune Afrique. Après Touba et Dakar, les mourides de la commune de Rose-Béthio, dans la région de Saint-Louis, sont descendus dans la rue. Serigne Mamor Mbaké parle d'un acte impardonnable envers un homme de Dieu. Il demande aux mourides de boycotter Jeune Afrique. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. Richard Toll, une commune située dans le département de Dagana. Ici, plusieurs salles de classe sont des abris provisoires. En effet, dans cette ville sucrière, à l'heure où on parle de l'émergence, des élèves reçoivent leurs cours dans des huttes. Une situation que les autorités veulent éradiquer définitivement dans la commune. Éliminer les 12 abris provisoires au niveau. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément, certainement. On y reviendra avant la fin de ce journal. L'apprentissage de la langue chinoise, une réalité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis 2013, plus de 500 étudiants ont été initiés. Dans les années à venir, chère Tidiane, l'apprentissage de la langue chinoise pourrait arriver dans les écoles et les collèges du Sénégal. La remise des clés du centre Confucius a eu lieu ce matin en présence du recteur de l'UCAD. Retour sur l'événement avec Amina Tambaresso et Moudou Diop. Etienne Gom est étudiant en Master 1 à la faculté des sciences juridiques et politiques. Parallèlement, il s'est inscrit pour un apprentissage de la langue chinoise. Après une année de formation, l'étudiant semble aujourd'hui maîtriser la langue. Ça se passe en 3 volets. Le premier volet, c'est la langue chinoise. Donc, comment parler le chinois. Donc, il y a des profs. Moi, mon petit secret, c'était les chansons. Parce que moi, j'apprenais les chants en chinois et je les chantais. Et ce qui a boosté mon niveau. Parce qu'en 1 an, je suis déjà au niveau assez acceptable, niveau intermédiaire. À travers ce nouveau centre dénommé Confucius, les autorités sénégalaises veulent promouvoir la culture chinoise au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais au-delà. Nous avons une capacité d'accueil d'au moins 500 étudiants. Mais la portée de cet institut va au-delà de nos murs. Et même l'idée d'étendre l'influence du centre au niveau de l'enseignement secondaire est en voie. Il y a une ouverture qui a été faite dans ce sens par le ministère de l'Éducation nationale. Hormis l'apprentissage de la langue chinoise, les formés ont-ils d'autres opportunités? Je me disais que moi, je ne serais pas professeur d'anglais ou de français, je serais un prof un peu extraordinaire. C'est là que j'ai vu le chinois, je me dis, ah là, voilà un parfait prétexte pour apprendre le chinois. Et il y a cette envie d'être professeur, mais il y a aussi d'autres opportunités telles que l'interprète, parce que déjà je commence à travailler un peu comme interprète petit à petit, comme stage. Il y a aussi, tu peux travailler dans les ambassades, dans la diplomatie, même du journalisme. Dans tous les cas, le centre est équipé d'un amphithéâtre, de salles de cours et d'autres technologies. Il a une capacité d'accueil de plus de 500 étudiants. L'inauguration est prévue dans les jours à venir.
Visite de Matteo Renzi au Sénégal. Le président du Conseil des ministres italien annonce que son pays est prêt à accueillir des étudiants sénégalais dans ses universités et ses écoles de formation. Matteo Renzi estime que l'Europe devrait davantage investir en Afrique pour lutter contre l'immigration. Il était l'hôte du président Macky Sall. Compte rendu signé Dissa Prera et Younous Diatta. L'Europe doit faire davantage pour l'Afrique en général et le Sénégal en particulier. C'est la conviction de Matteo Renzi, le président du Conseil des ministres italien, estime que pour stopper l'immigration clandestine et fixer les jeunes au terroir, l'Italie et le Sénégal devraient travailler à créer des opportunités sur place pour ces jeunes. Et donc s'il y a la possibilité de nous aider réciproquement à créer ici des opportunités de travail, comme votre président a dit, avec très force, très puissance à la Valette. Je crois que nous sommes en condition de donner un message très important pour ces jeunes. Ici, il y a la possibilité de construire un futur. Nous sommes prêts à travailler, nous sommes prêts à aider, mais nous devons aussi faire quelque chose ici. Et cette position, c'est l'erreur de l'Europe. Je parle très franchement. Je crois que l'Europe doit faire quelque chose en plus pour l'Afrique, pour le Sénégal, pour l'autre pays. Autre point évoqué par le chef de gouvernement italien, la coopération culturelle entre les deux pays. Désormais, l'Italie est prête à accueillir des étudiants sénégalais dans les universités et autres écoles de formation italiennes. Nous pouvons faire beaucoup de choses aussi dans le monde de l'université. Je crois beaucoup dans la possibilité des échanges culturels et des échanges d'étudiants universitaires. Nous sommes prêts à accueillir beaucoup des étudiants sénégalais en Italie. Je connais qu'il y a beaucoup, pas seulement dans la culture traditionnelle, dans la masterpiece des pictures, des painting, comment on dit painting? Peinture, l'architecture. Mais aussi dans l'engineering, nous avons, je connais que beaucoup de vous sont ingénieurs, donc ils connaissent très bien la qualité du Polytechnique de Milan, de Turin ou d'autres villes. Énergie, pêche, agriculture, éducation, autant de secteurs où le Sénégal et l'Italie ont des possibilités de coopération. À ce jour, près de 200 000 Sénégalais vivent en Italie. Dissa Prera retenait que l'Italie met à la disposition du Sénégal un financement de 12 milliards pour combattre la pauvreté chez les jeunes et chez les femmes. À travers cette nouvelle coopération, les deux pays comptent travailler main dans la main pour mettre en œuvre de nouvelles politiques visant à réduire la pauvreté. Cher Tidiane, direction à présent le département de Médina Yoro Fula. Sur place, plus de 60% des écoliers n'ont pas d'extrait de naissance. Oui, une situation qui inquiète l'inspection de l'éducation et la formation de cette localité. Ils ont pris leur bâton de pèlerin pour sensibiliser les habitants de Médina Yoro Fula. Plus d'explications avec Abdoulaye Diallo. Médina Yoro Fula est le département de la région de Kolda qui enregistre le plus fort taux d'enfants non déclarés au registre de l'état civil. Plus de 60% des écoliers de Médina Yoro Fula n'ont pas d'extrait de naissance, suffisant pour inquiéter l'inspection de l'éducation et de la formation, l'IEF de Médina Yoro Fula. Pour lutter contre ce phénomène, ils sont en train de mener une campagne de mobilisation sociale dans les différentes communes pour sensibiliser les habitants de Médina Yoro Fula afin de les amener à avoir le réflexe de déclarer leurs enfants au registre de l'état civil. Yoro Fula a une situation particulière, puisque nous nous sommes rendus compte que plus de 60 à 70% de nos élèves au niveau des écoles ne disposent pas de pièces d'état civil. Et ça, c'est un problème réel. Donc, en partenariat avec l'UNICEF, l'IEF a mis en œuvre un plan d'action. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons fait Fafakuru, nous avons fait Bignarabé. Et depuis un certain nombre d'années, qu'au niveau des examens de fin d'année, il y a de plus en plus de rejets de dossiers. Et ces rejets sont dus principalement à l'absence d'acte d'état civil de ces enfants. Et c'est dans ce cadre que l'IEF de Médina Yoro Fula, avec le soutien massif de l'UNICEF, nous a aidé donc à faire ces caravanes de mobilisation qui en ce moment se déroulent dans 5 communes du département de Médina Yoro Fula.
Les parents d'élèves saluent le dévouement de l'IEF à la bonne cause de leurs enfants et ils s'engagent à répondre massivement à l'appel de l'inspection de l'éducation et de la formation de Médina Yoro Foulah et de son partenaire. Je suis vraiment contente de ce que fait l'IEF de Médina Yoro Foulah car ils le font pour nous et c'est pourquoi j'invite toutes les femmes à s'engager. Le nombre d'enfants inscrits ou aussi qui ne disposent pas d'un extrait de naissance est très élevé. Si on parvient à faire en sorte que ces élèves-là en disposent, ça serait vraiment... Nombreux parmi les enfants de Kolda qui ont bénéficié d'extraits de naissance l'ont eu grâce aux audiences foraines. Parlons santé à présent avec la lutte contre l'excision et les derniers chiffres qui font état d'une nette amélioration. En décembre 2015, 6176 déclarations d'abandon de l'excision ont été enregistrées contre 5935 en 2014. Malgré tous ces efforts, le phénomène persiste notamment dans les zones frontalières. C'est ce qui ressort de l'atelier de restitution de l'étude de l'impact des déclarations d'abandon d'excision. Compte rendu signé Mohamed Dian, Fatima Taba. Des avancées significatives dans la lutte contre l'excision au Sénégal. 241 déclarations d'abandon de l'excision de plus sont enregistrées en 2015. Une étude qui concernait les régions de Ziguinchor, Kolda, Thiès, Tambacounda et Matam. 5935 en 2014 selon l'étude, mais maintenant c'est sûr que le chiffre a évolué. Nous sommes à 6176 maintenant en 2015. Et c'est important quand même de voir l'impact sur les populations, de voir vraiment où est-ce que nous en sommes. Des déclarations d'abandon de l'excision sont faites, mais l'application pose problème. Le constat dans les zones frontalières. Quand les communautés font les abandons, les déclarations d'abandon, nous savons que ce n'est pas à 100% de la communauté. Nous croyons que c'est à peu près 70% de la communauté qui accepte, qui adhère. Les zones frontalières, on comprend parce que les pays frontaliers avec le Sénégal, il y en a certains qui n'ont pas de loi. Donc, d'où l'importance quand même d'adopter une approche transfrontalière pour pouvoir bien donc vérifier, bien donc voir quelles sont les populations qui traversent pour aller exciser les filles et revenir. L'UNFPA, l'UNICEF et l'État du Sénégal comptent poursuivre le combat. De nouvelles stratégies de lutte ne sont pas exclues. La stratégie ou les stratégies qui devront être trouvées devront être en phase avec les objectifs de développement durable. Devront être en phase aujourd'hui avec l'exigence de plus en plus prononcée de prendre en charge la question de la discrimination. Pour rappel, la loi interdisant l'excision au Sénégal a été votée en 1999, mais bon nombre de jeunes filles continuent d'en souffrir, d'où la nécessité d'accentuer la lutte. L'artiste Coumba Gawlo Seck compte jouer sa partition. Un single est enregistré pour éveiller les consciences. Le 6 février 2015, c'est la date retenue pour le renouvellement du parc automobile des gros porteurs. Une annonce saluée par les transporteurs gros porteurs qui souhaitent tout de même que l'apport fixé soit accessible pour tout le monde. Maïmouna Ndiaye et Yafaraba en ont rencontré quelques-uns au reportage. Au garage des gros porteurs de Nord-Foire, le constat est le même. La majorité des véhicules sont en réparation, d'autres circulent à un rythme lent. Ce camionneur en sait quelque chose. Son véhicule est stationné depuis quelques jours. Sur le renouvellement de leur parc automobile, ils l'attendaient depuis très longtemps. La faisabilité, il n'en doute pas une seconde. Si vous voyez toutes ces voitures en panne, c'est parce que les temps sont durs. Le renouvellement du parc automobile des gros porteurs nous fera plaisir. Ce processus demande l'implication des différentes parties. Aux yeux de ce camionneur, le seul point qu'il maîtrise, c'est... Le nouveau parc automobile facilitera le travail. Nous ne sommes pas encore avisés sur la date retenue, certes. Tout ce que j'en sais, c'est qu'ils vont adopter la même démarche que les bus Tata. Ils nous demandent un acompte pour en posséder. Le nouveau parc automobile des gros porteurs est certes salué, mais il ne faudrait pas que l'apport soit un montant élevé, nous dit ce transporteur.
Le processus est trop lent. Ils n'arrivent toujours pas à rénover le parc automobile. Mais dans la distribution, il faudrait qu'on privilégie les moins lotis, les transporteurs qui peinent à joindre les deux bouts. Sur la date retenue, ces camionneurs sont unanimes à encourager la mesure. Seulement, ils souhaitent une meilleure implication. Le renouvellement du parc automobile des transports routiers est bel et bien lancé. Léa, sur 3000 véhicules annoncés en premier jet de 800 camions déjà disponibles. De nouveaux véhicules afin d'assurer la sécurité des conducteurs, des usagers de la route et améliorer la fluidité du trafic. En ce qui concerne la distribution des gros porteurs, le secrétaire général de l'Union sénégalaise des transporteurs routiers annonce qu'elle sera impartiale. Je vous propose d'écouter Thierno Diouf, il est au micro d'Aminata Mbaresso et Diafaraba. Tout détenteur de véhicule en mauvais état a la possibilité de se présenter chez nous avec sa carte grise. Alors nous prenons sa carte et son véhicule. En échange, il aura un gros porteur tout neuf et 2 millions de francs CFA. Et au fur et à mesure, il viendra solder le coût du nouveau véhicule mis à sa disposition. Le projet est surtout destiné à réduire les accidents sur les routes, car avec un camion neuf, vous pouvez conduire sans beaucoup de soucis, pas de problème de freinage, ni de lumière, encore moins de panne subite. Le renouvellement, c'est certes la distribution de voitures neuves, mais c'est aussi la mise en place d'une usine de montage de véhicules et la formation des chauffeurs, sans oublier leur prise en charge sociale pour qu'ils puissent travailler en toute quiétude. Parlons de toute autre chose, de gestion du patrimoine, le parc du Nyokolo-Koba sur la liste de l'UNESCO. Ce parc figure depuis 2007 sur la liste du patrimoine en péril. Une révélation du directeur de l'IFAN. Le Sénégal compte 7 sites sur la liste du patrimoine de l'UNESCO et les archéologues prônent pour une nouvelle gestion du patrimoine. Plus de détails avec Fatigan et Thierno Laurent Mendy. Nyokolo-Koba parmi les 7 sites que compte le Sénégal sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Mais depuis 2007, le parc le plus important du pays est inscrit sur la liste du patrimoine en péril. C'était essentiellement la grande faune qui était mise vraiment en danger par le braconnage essentiellement. On avait aussi constaté que les troupeaux domestiques étaient de plus en plus fréquents dans le parc. On soupçonnait aussi la disparition des éléphants. Par rapport à ses voisins, le Sénégal occupe une place honorable dans le classement de l'UNESCO. Mais ce classement n'a toujours pas l'impact escompté. Pour le cas du Sénégal, dans la plupart des cas ou dans tous les cas, il se trouve que les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial apportent très peu de bénéfices aux populations locales. Changer la donne est bien possible, mais pour cela, il faut revoir la gestion. On doit revoir toute l'organisation administrative du ministère de la Culture. On ne peut pas classer des sites et ne pas s'occuper de la gestion. La dégradation est stoppée. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des efforts pour préserver et restaurer les plans d'eau, c'est très important. Nous sommes dans un pays du Sahel et il faut de l'eau. L'eau est une denrée très très rare. Le professeur Amadi Bokoum dénonce une convention déséquilibrée. Les pays développés parviennent à inscrire plus de sites comparés aux pays sous-développés, soutient-il. L'UNESCO elle-même qui avait vu que la convention était en train de dériver. Et dériver parce qu'en fait, il y avait un déséquilibre immense entre les régions, entre les valeurs et entre les expressions culturelles. L'île de Gorée, le parc de Nyokolo-Koba, le parc de Djoudj, la région de Saint-Louis, les mégalithes de Sénégambie, le delta du Saloum et les pays Bassari sont les 7 sites du Sénégal inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. D'autres sites, comme le Vieux-Rufisque, sont sur la liste indicative. On vous l'annonçait tout à l'heure, la marche des Mourides de la commune de Rosso-Béthio qui dénonce la caricature de Cheikh Ahmadou Bamba par Jeune Afrique. Serigne Mamor Mbacké parle d'un acte impardonnable envers un homme de Dieu et il demande aux Mourides de boycotter le magazine. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck.
Ils ont commis l'irréparable. Serigne Touba est un homme de Dieu. Il appartient à tous les Sénégalais, à tous les Africains, à tous les musulmans du monde. Ils se sont excusés, mais ça n'a pas de sens. Nous demandons aujourd'hui au chef de l'État d'interdire la vente du journal Jeune Afrique dans notre pays. Nous demandons également à tous les mourides de boycotter le journal. Serigne Touba a été attaqué et nous devons nous montrer très fermes envers ces personnes qui ont caricaturé Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul. L'actualité internationale nous mène en Égypte où 149 personnes ont vu leur peine annulée par la Cour de cassation. En Côte d'Ivoire où l'on annonce la chute de la production de cacao. Mais tout d'abord, zoom sur le Mali qui retrouve ses droits au sein de l'ONU après avoir mis à jour ses cotisations au sein de l'institution. Daniel Diouf. Le Mali retrouve son droit de vote à l'ONU après avoir été suspendu le 18 janvier dernier. Une suspension pour non-paiement de cotisations depuis 2 ans. Le gouvernement a finalement versé la totalité de ses arriérés, soit environ 200 millions de francs CFA, et donc retrouve tous ses droits. Cette affaire aura suscité beaucoup de polémiques au Mali. Suite à ce scandale, l'ambassadeur du pays auprès des Nations Unies a été limogé. Pour expliquer cet incident, le Premier ministre avait dit qu'il s'agissait d'une erreur administrative qui s'est produite au cours de l'opération de transfert de fonds. La production de cacao devrait chuter de 12% en Côte d'Ivoire. L'agence Bloomberg, une agence américaine spécialisée dans l'économie et la finance, indique que la dureté de l'harmattan ces 3 derniers mois a eu des conséquences sur la croissance des plantations dans le pays. Les prévisions de l'Organisation internationale du cacao sur le déficit de production se confirment pour la campagne 2015-2016. Les négociants, les courtiers, les analystes et les gestionnaires de fonds interrogés par l'agence américaine sont unanimes. La Côte d'Ivoire ne pourra pas atteindre les capacités de 1 075 000 tonnes projetées en début de campagne. La faute notamment à une météo médiocre animée par l'harmattan. Un vent désertique chaud et sec qui assèche le sol et limite fortement la pluviométrie sur une grande partie de l'Afrique occidentale et centrale. La Cour de cassation de l'Égypte a annulé ce mercredi la peine de mort pour 149 islamistes présumés. Ils sont accusés du meurtre de 13 policiers en 2013. Selon des responsables de la justice, la Cour a demandé qu'ils soient rejugés. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi le 3 juillet 2013, les tribunaux ont condamné à mort des centaines d'islamistes, y compris l'ancien président démocratiquement élu. Depuis son éviction, soldats et policiers ont tué plus de 1400 manifestants islamistes et arrêté plus de 15 000 personnes. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé a décrété lundi une urgence de santé publique de portée internationale face à la propagation actuelle du virus Zika. Elle veut ainsi tenter de contrer le développement du virus. Cette disposition fait partie de la batterie de mesures mises en place dans le cadre du règlement sanitaire international adopté par les États membres de l'OMS en 2005. Le but, c'est permettre de recourir à une action internationale immédiate, coordonnée, pour endiguer le phénomène épidémique. L'OMS a estimé que l'étendue géographique des moustiques qui peuvent transmettre le virus, l'absence de vaccins et de tests fiables ou encore le manque d'immunité de la population dans les pays nouvellement touchés constituent des causes supplémentaires d'inquiétude. Dès la semaine dernière, l'organisation avait déjà averti que le virus se propageait de manière explosive dans la région des Amériques avec 3 à 4 millions de cas attendus en 2016. Football CHAN 2016, la Guinée échoue aux portes de la finale. Le Sili national a perdu au tir au but face à la RD Congo. Le score du match, 1 but partout. L'autre demi-finale se jouera demain. Elle va opposer la Côte d'Ivoire au Mali. Un joueur qui aurait dû ou pu jouer cette compétition si jamais le Sénégal s'était qualifié. Il s'agit de Pape Faragay, sociétaire de Niary Tally, auteur d'une très belle saison l'année dernière. Ce fan de Yaya Touré rêve de gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Sénégal et de monnayer ses talents en Europe. Il a rencontré nos reporters Pape Faragay et Modou Diop. Je m'appelle Pape Faragay, je joue
NGB Niary Tally au poste de milieu de terrain. Avec sa taille imposante, le dossard numéro 7 de NGB a bourlingué un peu partout avant de déposer ses baluchons à Niary Tally. J'ai commencé à jouer au football depuis 2007, je crois. À Yogo, c'était en petite catégorie. Jusqu'à maintenant, j'ai évolué à Gorée. Maintenant, je suis à Niary Tally depuis l'année dernière. C'est ma deuxième année ici à Niary Tally. Très rigoureux dans son jeu, Pafara Gaye a beaucoup contribué à la bonne dernière saison des Galactiques. Sur cette lancée, cette saison encore, il va être comme son idole. Yaya Touré, c'est mon joueur préféré, mon club préféré. Le football étranger, ça ne m'enchante pas trop, donc je regarde seulement les matchs après. Ça ne m'intéresse pas trop, quoi. La plupart du temps, je regarde le football sénégalais et l'équipe nationale du Sénégal. Ses débuts dans le football se font dans les quartiers comme tous les jeunes, avec le rêve de porter un jour le maillot national. Comme tout footballeur, je rêve de jouer en équipe nationale. Donc, et gagner une CAN, vraiment, c'est mon rêve. C'est mon plus grand rêve. Inamovible à Niary Tally, le fan de Yaya Touré voit d'un bon œil également le niveau de la Ligue 1. Le championnat, c'est un niveau très relevé. Aucune équipe ne sort du lot. Si vous voyez, chacun peut battre n'importe qui. Donc, c'est un championnat assez relevé avec des équipes très tactiques. C'est toujours difficile de jouer avec les équipes. À Niary Tally, tout le monde nous connaît comme une équipe étant une équipe joueuse. Donc, quand on joue avec les équipes, ils essaient tout pour nous empêcher de jouer. Ils amènent un jeu physique. Longiligne joueur, Pafara Gaye est auteur de prestations solides à chaque journée de championnat. Il rêve de monnayer ses talents en Europe dans sa tête. Toujours dans la page des sports, la judokate franco-sénégalaise Léa Bué annonce sa retraite internationale. Selon la sportive, la direction technique nationale de judo ne la laisse pas travailler comme elle le souhaite pour remporter les compétitions. Pensionnaire du club de la Douane, Léa Bué avait obtenu la nationalité sénégalaise en avril 2015. Le week-end dernier, elle décrochait la médaille d'argent lors des championnats du Sénégal. C'était à Ziguinchor. Merci Léa, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images, mais en attendant, on vous laisse avec...